Le niveau des hautes eaux. Quand la mer s'est retirée, on peut apprécier l'immensité du marais de Dedlow. Aucun détail n'échappe alors de sa surface basse, spongieuse, où les flaques d'eau noirâtre, les bourbiers tortueux, s'entrelacent pareil à des anguilles, jusqu'à la baie largement ouverte. Ça et là sortent les lances vertes et gluantes de quelques joncs. La ligne ondoyante de sable dispersé vous fait songer au retour imminent de l'eau, avec une tristesse qu'aucun rayon de soleil ne réussirait à dissiper. Les prairies semblent être elles-mêmes pénétrées de cette idée lugubre. La végétation n'ose y prendre son essor. Dans le fruit amer de l'érel en touffe qui mûrit, on croit reconnaître une douceur naturelle, altérée, aigrie par l'effet de l'eau froide. L'expression vocale, pour ainsi dire, du marais de Dedlow est non moins mélancolique. Le mugissement sépulcral du butor, le cri perçant du courlis et de la bernache, les querelles bruyantes des sarcelles, les protestations aiguës des grues effarouchées, l'appel tremblotant de la bécassine, la plainte mesurée du pluvier forment un concert inqualifiable. Et il ne faut pas croire que l'aspect de ces oiseaux ait rien de réjouissant. Le héron bleu, debout dans l'eau jusqu'à la moitié de ses échasses, semble prendre à tâche de s'enrhumer avec l'indifférence du désespoir pour les suites de son imprudence. Le martin-pêcheur impassible, Marius de l'ornithologie, promène un regard morne sur ce site désolé. Le corbeau noir d'ébène qui effleure le marais sans cesse, en tous sens, a l'air de se demander quelle réponse il devra rapporter à l'arche si le déluge a cessé. Tous ces hôtes du marais subissent évidemment l'influence de la nature environnante et voient poindre la saison de la migration, les vieux avec soulagement, les petits avec impatience. Mais si le marais de Dedlow manque de gaieté quand la mer est étale, il faut le voir à marée pleine. L'air humide souffle sur la nappe froide et brillante qu'il offre alors aux yeux, et avec la violence d'un autre flux, frappe votre visage tourné vers la mer. Les amas sinueux de limon ont des reflets d'acier, les troncs d'arbres tombés se soulèvent, incrustés de coquillages, et s'en vont à la dérive sans plus de but ni d'espérance de repos que le chien errant. Les canards glissent en silence sans rider seulement la surface polie, puis avec la marée arrive le brouillard, qui couvre le ciel bleu comme l'eau a couvert la verdure livide. Les pêcheurs, perdus dans ces voiles inextricables, rament avec angoisse, croyant entendre la main malicieuse des génies aquatiques effleurer la quille du bateau, tandis que des herbes perfides, répandant autour d'eux comme la chevelure flottante d'un cadavre, les avertissent qu'ils sont perdus sur le marais de Dedlow et qu'ils doivent se résigner à y passer la nuit, une nuit lugubre. Vous pouvez maintenant vous figurer ce lieu sinistre au temps des hautes eaux, et je veux vous raconter une histoire dont il fut le théâtre. Jamais je n'ai chassé sur le marais de Dedlow sans me la rappeler. Le journal du comté l'a donné naguère en 2 mots, mais je l'ai entendu, moi, avec tous ces détails, de la bouche même de l'héroïne. Il me faut désespérer de rendre l'émotion, la couleur toute particulière d'un récit de femme. En voici du moins la substance. Elle demeurait à moitié chemin de la grande fondrière et d'un cours d'eau assez considérable, débouchant 4 miles plus loin, dans un estuaire formé par l'océan Pacifique, sur la longue presqu'île sablonneuse qui forme le bord sud-ouest d'une baie splendide. Sa maison était une petite cabane que de solides pilotis élevaient de quelques pieds au-dessus du marais, à une distance de 3 miles des établissements riverains. Le mari exerçait un métier profitable dans ce pays, dont l'industrie est l'exploitation du bois de charpente. Dès les premiers jours du printemps, il partit en jusant d'une grande marée pour transporter le train de bois à l'autre extrémité de la baie, comme de coutume. Au moment où il la quittait, la femme remarqua un certain aspect froid du ciel, et elle se rappela avoir entendu son mari dire aux compagnons qu'il fallait s'efforcer de terminer leur voyage avant qu'éclatât le coup de vent sud-ouest qu'ils voyaient se préparer. Dans la nuit, survint un orage terrible. Plusieurs grands arbres de la forêt près de la rivière furent arrachés, et la maison était secouée comme le berceau de son enfant. Peu lui importait cependant. Elle savait que celui en qui elle avait confiance avait fixé les barres et les verrous de sa propre main, prévoyante et vigoureuse.
Elle savait que s'il avait eu la moindre inquiétude pour elle, rien ne l'eût décidé à l'abandonner. Cette pensée, les soins domestiques et l'état maladif de son petit enfant l'empêchèrent de trop se préoccuper du temps, sauf pour souhaiter que son mari fût à l'abri avec le chargement, là-bas à Utopia. Mais dans la journée, cependant, elle remarqua, en sortant pour soigner la vache et les poules, que la marée montait jusqu'à la barrière de leur petit jardin et que le mugissement du ressac sur la grève du sud lui arrivait distinct. Elle aurait aimé parler de ces choses à quelqu'un et elle pensa qu'elle irait bien chez Rickman, son plus proche voisin, s'il ne demeurait pas si loin, si le temps n'était pas aussi mauvais, la route impraticable. Toute la nuit, sans savoir pourquoi, elle ne put dormir ni même se résoudre à se coucher. La tempête s'était quelque peu apaisée, mais elle prêtait toujours l'oreille au bruit du dehors, essayant de lire en même temps. Comme les mots lui paraissaient embrouillés et vides de sens, elle fut forcée enfin de fermer son livre et de se tourner vers le berceau, qu'elle se mit à remuer en songeant à l'avenir de celui qu'il contenait. Il était près de minuit quand elle se jeta enfin tout habillée sur son lit. Combien de temps dormit-elle ? Il lui était impossible de le dire, mais elle s'éveilla la gorge serrée, toute tremblante, et se trouva debout au milieu de la chambre, pressant Baby sur sa poitrine et parlant tout haut. Baby criait. Elle le promena de long en large, essaya de l'apaiser. Tout à coup, elle entendit gratter à la porte, qu'elle ouvrit avec crainte. Ce n'était que le chien, qui entra, dégouttant d'eau, dans la chambre. Elle eût voulu regarder dehors ce qui se passait, mais le vent secouait la porte avec tant de furie qu'à peine pouvait-elle la tenir. La pauvre femme resta quelque temps assise, puis se recoucha. L'oreille tout près du mur de la cabane, elle crut entendre une fois ou deux quelque chose comme un frôlement de branches, puis un glou-glou comparable à celui que l'on fait en avalant, puis un clic-clac singulier. Elle se mit sur son séant et au moment même, son attention fut attirée par quelque chose qui glissait sous la porte de derrière et avançait jusqu'au milieu de la chambre. Ce n'était pas d'abord beaucoup plus gros que son petit doigt, mais cela prit bien vite la largeur de la main et se répandit sur tout le plancher. C'était de l'eau. Elle courut aux deux portes, les ouvrit toutes grandes successivement, et ne vit rien que de l'eau. Elle courut à la fenêtre, et ne vit que de l'eau encore. Son mari lui avait dit, elle s'en souvenait bien, que la marée survenant à intervalles réguliers que l'on pouvait calculer n'offrait aucun danger, et que mieux valait vivre près de la baie que près de la rivière, susceptible de déborder en tout temps. Mais était-ce la marée ? Elle retourna ouvrir la porte de derrière et jeta dehors un bâton qui s'en alla flottant du côté de la baie. Elle prit un peu d'eau dans le creux de sa main pour la porter à ses lèvres. L'eau était fraîche et douce. C'était la rivière. Ce n'était pas la marée. Elle ne s'y évanouit point. Dieu merci. Une main miséricordieuse la soutint et la fortifia dans ce moment épouvantable. Sa terreur tomba comme un vêtement. Elle cessa de trembler, et ensuite, parmi toutes les épreuves de cette lugubre nuit, elle ne perdit plus sa présence d'esprit. Tirant le lit au milieu de la chambre, elle plaça dessus une table, et sur la table le berceau. L'eau baignait déjà le plancher à la hauteur de ses chevilles. La maison, une fois ou deux, remua si perceptiblement, le flot la battait de telle sorte que toutes les armoires s'ouvrirent. Quelque chose semblait se heurter contre le mur. Elle avança la tête et s'assura que le grand arbre déraciné près de la route, à l'extrémité du pâturage, était descendu jusqu'à la maison. Heureusement, ses longues racines traînaient sur le sol et l'empêchaient d'aller aussi vite que le courant, sans cela toute la force des pilotis n'aurait pas résisté au choc. Le chien s'était élancé sur ce tronc noueux et, accroupi près des racines, grelottait, se plaignait. Ce fut pour elle un rayon d'espérance. Elle arracha du lit l'une des lourdes couvertures pour envelopper l'enfant et entra résolument dans l'eau, de plus en plus profonde. Au premier mouvement que fit l'arbre vers la cabane, elle bondit auprès du chien. Dieu permit qu'elle prît pied sur cette écorce glissante, s'accrochant d'un bras aux racines, de l'autre retenant son enfant, qui pleurait. Un craquement se fit entendre près de la porte, et toute la façade de la maison qu'elle venait de quitter tomba en avant, comme tombent les bestiaux sur leurs genoux avant de se coucher. Au même moment, le grand sapin rouge décrivit un demi-cercle et emporta sa cargaison vivante à la dérive dans la nuit.
tide rushes in and washes my castles away, then I'm really not so sure which side of the bed I should lay. I should lay. Hey, hey, hey. Blackbird sitting in a tree, observing what's below. Acorns falling to the ground. You stay and watch them grow. Then the tide rushes in and washes my castles away. Then I'm really not so sure which side of the bed I should lay. I should lay. Hey, hey, hey. I should lay. Hey, hey. Malgré l'émotion, le danger et la peine qu'elle avait à calmer l'enfant et les menaces du vent autour d'elle, elle regardait, aujourd'hui cela lui semble absurde, elle regardait sa cabane emportée, en songeant qu'elle aurait mieux fait de mettre une autre robe et de prendre les meilleurs vêtements du baby, et elle priait que la maison fût épargnée, afin qu'à son retour il eût quelque chose à retrouver. Ce serait un peu moins triste pour lui. Comment saurait-il ce qu'ils étaient devenus, elle et baby? Cette pensée la faisait défaillir, mais elle avait autre chose à faire que de s'affliger. Chaque fois que les racines de son arche rencontraient un obstacle, tout le tronc faisait une révolution qui la trempait 2 fois dans l'eau noire. Le chien, qui l'effrayait en courant sur toute la longueur de l'arbre avec des aboiements de détresse, finit par tomber. Il nagea quelque temps auprès d'elle, et elle s'efforça de l'aider à remonter, mais il était devenu comme fou, disait-elle, et ne cédait plus lui-même. Enfin, elle le perdit de vue, pour jamais. Ils étaient tout seuls, elle et l'enfant. La lumière qui avait brûlé durant quelques minutes dans ce qui restait de la cabane abandonnée s'éteignit soudain. Impossible de calculer désormais de quel côté l'emportait le courant. Devant elle se dessinait faiblement la silhouette blanche des dunes de la presqu'île. L'arbre devait se mouvoir à peu près en ligne avec la rivière. La mer devait être étale. Ils approchaient du tourbillon formé par le confluent de l'océan et des eaux débordées. À moins que la marée ne descendît, le péril d'être emporté au large sans possibilité de secours ou brisé contre quelque objet en dérive était imminent. Ce péril évité, elle pouvait conserver l'espoir d'être jetée par le reflux sur l'un des promontoires boisés de la presqu'île, où elle attendrait le jour. Parfois il lui semblait entendre des voix appeler de la rive, des bœufs mugir, des moutons bêler. Mais non, ce n'était que le bourdonnement de ses oreilles, le battement de son cœur. Elle s'aperçut alors qu'elle s'était raidie et glacée dans sa posture incommode, au point de ne plus pouvoir remuer. L'enfant jeta de tels cris quand elle lui donna le sein qu'il lui fallut bien constater aussi que son lait s'était tari, ce qui l'effraya plus que tout. Elle cacha sa tête dans son châle et pour la première fois se mit à pleurer amèrement. Quand elle releva la tête, le mugissement du ressac était derrière elle. Son arche avait encore tourné. Elle prit un peu d'eau pour rafraîchir sa gorge aride et la trouva salée comme ses larmes. Ceci lui fut un soulagement, car à ce signe, elle comprit qu'elle descendait avec la marée. Le vent s'apaisa, un grand silence imposant l'oppressait. À peine l'eau se ridait-elle autour de l'arbre qui la portait. Tout était tranquille et sombre. Elle parla au baby pour s'entendre parler. Elle pensa, c'était singulier sans doute, mais elle ne pouvait s'en empêcher, quelle terrible nuit ce dut être que celle où l'arche s'élança d'un pic de l'Asie et où tous les bruits de la création furent effacés du monde. Elle pensait aussi aux matelots cramponnés à des débris de mâture, à tant de femmes qui avaient péri sur des radeaux ballottés par la mer cruelle.
Elle essaya de remercier Dieu qui l'avait épargnée. Pour cela, elle leva les yeux baissés jusqu'alors sur l'enfant qui s'était endormi dans ses larmes. Au loin, vers le sud, une grande lumière jaillissant de l'obscurité brillait, vacillait et brillait de nouveau. Son cœur battit précipitamment contre la joue froide du baby. C'était le phare à l'entrée de la baie. Tandis qu'elle s'étonnait, l'arbre roula, se traîna un peu, tout redevint calme. Elle mit sa main dans l'eau et sentit le courant la frapper. L'arbre avait touché terre, et par la position de la lumière, le bruit du ressac, c'était la terre du marais de Deadlow. N'eût été la pensée de son enfant malade, de son lait tari, elle se fût sentie sauvée. Mais toutes ces impressions restaient douloureuses. À mesure que la marée baissait rapidement, un vol de bernaches noires passa auprès d'elle avec de grands cris, puis des pluviers tourbillonnèrent en se lamentant autour du tronc, où ils finirent par s'abattre sans crainte comme un nuage gris. Un héron s'envola pour revenir se poser sur ses échasses à une courte distance. Le plus étrange fut l'apparition d'un joli oiseau blanc, plus gros qu'une colombe et ressemblant un peu à un pélican, qui décrivit autour d'elle des cercles de plus en plus étroits et se percha enfin sur une petite racine de l'arbre, juste au-dessus de son épaule. Elle avança la main et caressa son cou de neige, ne s'effaroucha point, et resta si longtemps qu'elle voulut soulever le baby pour le lui faire voir et l'amuser ainsi. Mais l'enfant était glacé avec des teintes bleues sous ses petites paupières qui ne se soulevaient plus. La mère jeta un cri qui mit l'oiseau en fuite et s'évanouit. Ce fut le plus mauvais moment. Quand elle se ranima, le soleil était levé, la marée basse. Elle entendit un bruit confus de voix gutturales. Une vieille scout chantait un hush-by indien en se balançant de droite à gauche autour du feu devant lequel gisait la pauvre femme faible et brisée. Sa première pensée fut pour l'enfant, et elle allait parler quand une jeune scout, qui devait être mère elle aussi, lui apporta son jeune nourrisson, pâle mais vivant, et si drôlement emmailloté dans un petit berceau de branches de saule, pareil à celui de l'enfant de la scout, qu'elle se mit à rire et à pleurer à la fois. Alors la jeune et la vieille indienne montrèrent leurs grandes dents blanches et clignèrent leurs yeux noirs en disant « Bientôt le Movitch sera guéri, et bientôt viendra l'homme blanc. » Elle aurait embrassé dans sa joie leurs faces brunes. On lui fit comprendre que tout en cueillant des baies dans le marécage, on avait vu de loin flotter sa jupe, et que la vieille scout n'avait pas résisté à la tentation de se procurer un vêtement neuf. Bien entendu, la robe fut donnée à celle qui la désirait, et quand il arriva enfin, vieilli de 10 ans par l'inquiétude, et qu'il s'élança pour l'embrasser, elle s'évanouit de nouveau. Il fallut l'emporter dans le canot. Le mari n'avait rien su de l'inondation, jusqu'à ce qu'ayant rencontré des Indiens à Utopia, il lui apprit d'eux le sauvetage de sa pauvre femme. À marée haute, il remorqua l'arbre, bien qu'il n'en valût guère la peine, mais cet arbre devait servir de fondation pour la nouvelle maison, qui porta le nom d'Arche Mary. Celle-ci fut bâtie au-dessus du niveau des hautes eaux. Il faut avoir traversé à pied le marais de Deadlow lorsque la mer est basse, ou y avoir ramé à marée haute et s'y être perdu 2 ou 3 fois dans le brouillard, comme cela m'est arrivé, pour bien comprendre l'aventure de Mary et pour apprécier le bonheur de vivre à l'abri des hautes eaux. Down by the river, by the boats, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun, down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside.
Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day, oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash off the dirt on the riverside, go to the water so very near. The river will be your eyes and ears. I walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow in them bones. Why do I go here alone? Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. Ooh, ooh, ah, ooh, ah, down by the riverside. Deuxième nouvelle. Pardon. Miggles. Nous étions 8, le conducteur compris. Nous n'avions pas parlé durant le trajet des 6 derniers miles, depuis que les cahots du lourd véhicule sur la route raboteuse avaient interrompu la dernière citation poétique du juge. Le grand voyageur à côté du juge dormait la tête appuyée sur son bras passé dans la courroie de cuir. Il formait ainsi un objet flasque et informe semblable à un pendu détaché du gibet. La dame française sur le siège de derrière s'était assoupie également, mais en conservant quelques soucis de son attitude, comme le prouvait la disposition du mouchoir dont elle se voilait à demi le visage. La dame de Virginia City, voyageant avec son mari, avait depuis longtemps perdu toute individualité dans un pêle-mêle de rubans, de voiles, de fourrures et de châles. On n'entendait que le bruit des roues et celui que faisait la pluie en fouettant l'impériale. Soudain la diligence s'arrêta et des voix frappèrent confusément à nos oreilles. Le conducteur avait engagé un colloque dont certains lambeaux tels que « Le pont est emporté, 20 pieds d'eau, on ne peut passer » arrivaient jusqu'à nous, dominant la tempête. Puis un murmure s'ensuivit et une voix mystérieuse, partie de la route, lança le conseil suivant. « Essayez chez Miggles. » Comme le véhicule tournait lentement, nous entrevîmes notre guide, un cavalier qui disparut dans la pluie. Nous étions sur le chemin conduisant chez Miggles. Qui et où était Miggles? Le juge, notre autorité, ne se rappelait pas ce nom, bien qu'il connût à fond le pays. Le voyageur virginien pensait que Miggles devait tenir un hôtel. Nous ne savions rien, sinon que les inondations nous arrêtaient de tous côtés et que ce Miggles était notre rocher de refuge. Après avoir pataugé 10 minutes dans un chemin de traverse tortueux, à peine assez large pour la diligence, nous atteignîmes une porte barrée, verrouillée, qui terminait une clôture de 8 pieds de haut.
Évidemment, nous étions chez Miggles. Évidemment, Miggles ne tenait pas auberge. Le conducteur descendit et secoua la porte. Elle était bien fermée. « Miggles! Oh, Miggles !» Pas de réponse. « Miggles !» continua le conducteur avec un courroux croissant. « Miggles !» cria le messager d'un ton persuasif. « Oh, Miggy, Mig !» Mais aucune réponse ne vint de Miggles, apparemment insensible. Le juge, qui avait baissé une glace, mit la tête à la portière et commença une série de questions qui, si l'on y avait répondu catégoriquement, eussent éclairci tout ce mystère, mais que le conducteur esquiva en répliquant que nous ferions mieux de nous lever tous et d'appeler Miggles. Nous nous levâmes donc, et criâmes Miggles en chœur, puis chacun séparément, et quand nous eûmes achevé, un enfant de l'Hibernie grimpé sur l'impériale hurla « Miggles !» ce qui nous fit tous rire. Tandis que nous rions, le conducteur dit « Écoutez !» À notre infinie stupeur, le chœur de Miggles était répété de l'autre côté du mur, y compris le Miggles final et supplémentaire. « Un écho extraordinaire, dit le juge. « Allons, Miggles, finissons-en et montre-toi, rugit le conducteur. Sois un homme, Miggles, ne joue pas à cache-cache. Je ne plaisanterai pas à ta place, Miggles, continua Yuba Bill qui dansait frénétiquement dans l'excès de sa colère. Miggles, continua la voix. Oh, Miggles. Mon bon monsieur Miggles, insinua le juge en adoucissant autant que possible les aspérités du nom. Considérez combien il est inhospitalier de refuser un abri contre les intempéries de la saison à de faibles femmes. En vérité, cher monsieur, mais une kyrielle de Miggles terminée par un éclat de rire couvrit sa voix. Yuba Bill n'hésita pas davantage. Ramassant une grosse pierre, il abattit la porte et entra dans l'enclos avec le messager. Nous suivions. Personne ne se montra. Grâce aux buissons de roses dont le feuillage ruisselant nous arrosait, nous pouvions, malgré les ténèbres, nous rendre compte que nous étions dans un jardin. Voilà tout. Arrivés devant une construction de bois longue et irrégulière, « Connaissez-vous ce Miggles ?» demanda le juge à Yuba Bill. « Non, et je ne me soucie pas de faire connaissance, » dit sèchement Bill qui sentait la compagnie des diligences des pionniers insultée en sa personne par le Miggles absent. « Mais, cher monsieur, représenta le juge en songeant à la barrière forcée. « Voyons, dit ironiquement Yuba Bill, vous n'auriez peut-être pas tort de retourner attendre dans la diligence qu'on vous ait présentée. Moi j'entre. » Et il poussa la porte de la maison. Nous pénétrâmes à la suite du conducteur et du messager, dans une longue chambre éclairée seulement par les tisons d'un feu qui se mourait. La flamme vacillante faisait ressortir les dessins bizarres du papier de tenture. Quelqu'un était assis dans un grand fauteuil près de la cheminée. « Êtes-vous donc Miggles ?» lui demanda Yuba Bill. Le solitaire ne parla ni ne remua. Alors Yuba Bill, courroucé, marcha sur lui et tourna la lanterne de voiture dont il était armé vers son visage. C'était un visage d'homme prématurément vieux et ridé, avec de très grands yeux qui exprimaient la solennité gratuite que j'ai remarquée dans ceux d'un hibou. Ses grands yeux erraient de la figure de Bill à la lanterne et finirent par se fixer insouciants sur cet objet lumineux. Bill ne se contenait qu'avec effort. « Miggles, êtes-vous sourd ? Vous n'êtes pas muet, en tout cas. » Et Yuba Bill secoua par l'épaule le vénérable étranger qui, sous nos yeux consternés, s'affaissa, réduit à la moitié de ses premières dimensions et à l'état d'un monceau de vêtements. « Eh bien, le diable m'emporte, » dit Bill, renonçant à la lutte avec désespoir. Alors le juge s'avança, et nous soulevâmes ce mystérieux invertébré pour le remettre dans sa position originale. Bill et sa lanterne furent envoyés en reconnaissance au dehors, car il semblait impossible qu'un impotent vécût seul, et nous entourâmes la cheminée. Le juge, qui avait reconquis son autorité, et qui n'avait jamais cessé de déployer ses talents de conversation, nous faisant face le dos tourné au feu, s'adressa ainsi qu'il suit à un jury imaginaire. Il est évident, ou que notre estimable ami ici présent se trouve dans cette condition décrite par Shakespeare comme celle de la feuille jaune et flétrie, ou qu'il est affligé de quelque abattement prématuré de ses facultés mentales et physiques. Quant à savoir s'il est réellement le Miggles, ici, le juge fut interrompu par « Miggles, oh Miggles, Miggles, Mig !» piaillé avec les mêmes inflexions bizarres qui avaient déjà une fois frappé notre oreille. Nous nous regardâmes un instant effrayés.
Le juge en particulier quitta brusquement sa place, ayant remarqué que la voix semblait partir directement de son épaule. En effet, derrière lui, sur une planche, au-dessus du manteau de la cheminée, se tenait perchée une grosse pie, qui passa immédiatement de la volubilité au silence sépulcral. C'était elle, à n'en pas douter, que nous avions entendue de la route, et notre ami du fauteuil n'était pas responsable de ce manque de courtoisie. Yuba Bill, qui reparut après des recherches inutiles, n'accepta l'explication qu'avec répugnance et continua d'observer le paralytique d'un air soupçonneux. Il avait trouvé un abri pour ses chevaux et rentrait dégoûtant depuis, toujours sceptique. Il n'y a personne que lui à 10 miles à la ronde, et ce vieux sournois le sait bien. Mais la foi de la majorité avait des bases sérieuses, on en eut bientôt la preuve, car à peine Bill avait-il cessé de grommeler qu'un pas rapide et le frôlement d'une jupe mouillée retentirent dans le vestibule. La porte s'ouvrit, avec un éclair brillant de ses dents blanches, une étincelle de ses yeux noirs, et l'absence complète de toute cérémonie, de toute timidité, une jeune femme entra. Elle ferma la porte, puis haletante s'y adossa. « S'il vous plaît, je suis Miggles. » C'était Miggles, cette femme au regard vif, au corsage opulent. La robe d'étoffe bleue commune, toute trempée, se collait à des formes féminines dont elle ne parvenait pas à dissimuler la beauté. De sa tête brune, couronnée d'un suroît, jusqu'à ses petits pieds et à ses fines chevilles fourvoyées dans de gros souliers de garçon, tout était grâce. C'était Miggles, se moquant de nous de la façon la plus joyeuse, la plus franche et la plus dégagée du monde. « Voyez-vous, mes gars, dit-elle hors d'haleine, sa petite main appuyée sur son flanc, sans tenir compte de notre confusion qui ne trouvait pas de parole, ni de la complète démoralisation de Yuba Bill, dont les traits avaient pris une expression d'imbécilité extatique. Voyez-vous, mes gars, j'étais à plus de 2 miles d'ici quand vous descendiez la route. J'ai pensé que vous pourriez bien vous arrêter ici, de sorte que j'ai couru tout le long du chemin, sachant qu'il n'y avait personne à la maison que Jim, et je suis hors d'haleine, et c'est mon excuse. Miggles enleva son chapeau de toile cirée d'un geste mutin qui fit jaillir sur nous une véritable ondée, essaya de repousser ses cheveux en désordre, laissa tomber 2 épingles dans cet effort, éclata de rire et s'assit à côté de Yuba Bill, les mains croisées légèrement sur ses genoux. Le juge se remit le premier et hasarda un compliment extravagant. « Je vous prierai de ramasser cette épingle à cheveux, » dit gravement Miggles. Une demi-douzaine de mains se disputèrent l'honneur de remettre l'épingle à sa belle propriétaire. Miggles, traversant alors la chambre, fixa son regard perçant sur les yeux solennels de l'invalide, qui répondirent avec une expression dont nous ne les eussions pas crus susceptibles. La vie, l'intelligence semblèrent éclairer ce visage dévasté. Miggles rit encore. C'était un rire singulièrement éloquent. Et de nouveau tourna ses yeux noirs et ses dents blanches vers nous. « Cette personne affligée, commença le juge en hésitant, est donc... Jim, dit brièvement Miggles. Votre père? Non. Votre frère? Non. Votre mari? Miggles darda un coup d'œil rapide où perçait le défi sur nos 2 compagnes de voyage qui, je l'avais déjà remarqué, ne partageaient pas l'admiration générale. Et elle dit, avec gravité, « Non, c'est Jim. » Il y eut une pause embarrassante. Les dames se rapprochèrent l'une de l'autre. Le mari virginien contempla le feu avec persistance et son grand voisin parut tourner ses yeux en dedans pour y chercher du secours en cette circonstance critique. Mais le rire de Miggles, qui était contagieux, rompit le silence. « Allons, dit-elle, vous devez avoir faim. Qui me donnera un coup de main pour préparer le thé ?» Les volontaires ne manquaient pas. Quelques instants après, Yuba Bill était occupé comme Caliban à porter des fagots pour cette Miranda, et le messager à moudre du café. La tâche délicate de couper du lard en fines tranches m'échut. Le juge se chargea des conseils avec sa bonne humeur et sa volubilité ordinaire. Quand Miggles, aidé par lui et par notre Irlandais de l'Impériale, eut mis le couvert avec grand déploiement de faïence, nous étions tous fort gais en dépit de la pluie qui battait les vitres, du vent qui tourbillonnait dans la cheminée, des 2 dames qui chuchotaient à l'écart et de la pie qui, du haut de son perchoir,
continuait ses commentaires croissants et satiriques de leur entretien. À la lueur brillante du feu qui pétillait maintenant, nous vîmes que les murs étaient tapissés de journaux illustrés, arrangés avec un goût et un discernement tout féminin. Le mobilier improvisé se composait de boîtes à bougies et de caisses d'emballage recouvertes de cotonnades éclatantes ou de peaux de bêtes. Le fauteuil de Jim n'était qu'une ingénieuse variation du tonneau à farine. Tous les détails de cette longue chambre basse nous parurent d'ailleurs pittoresques, en même temps que d'une propreté remarquable. Le repas fut un succès culinaire, et de plus un succès d'esprit pour Miggles. Elle avait un tact rare pour guider la conversation, posant toutes les questions elle-même, mais d'un ton de franchise qui éloignait la moindre idée de dissimulation de sa part, de sorte que nous parlâmes de nous-mêmes, de nos projets, du voyage, du temps et les uns des autres, de tout, enfin sauf de notre hôte et notre hôtesse. Il faut avouer que la conversation de Miggles n'était jamais élégante, rarement correcte, et que parfois elle employait des expressions dont notre sexe se réserve généralement l'usage. Mais elles étaient lancées avec un tel éclair des dents et des yeux, elles étaient suivies d'un rire, un rire particulier à Miggles, si franc et si honnête que l'atmosphère morale en était comme purifiée. Une fois, durant le repas, nous entendîmes un bruit pareil au frottement d'un corps lourd contre les murs extérieurs, puis on gratta, on renifla derrière la porte. « C'est Joaquin », dit Miggles, en réponse à nos regards interrogateurs. « Voulez-vous le voir ?» Avant que nous eussions répondu, elle avait ouvert la porte et nous montrait un jeune ours qui se dressa immédiatement sur ses hanches, les pattes de devant pendantes dans l'attitude populaire de la mendicité, en regardant Miggles d'un air d'admiration qui lui donnait la plus singulière ressemblance avec Yuba Bill. « C'est mon chien de garde. Oh, il ne mord pas !» ajouta Miggles comme nos deux voyageuses s'enfuyaient dans un coin. « N'est-ce pas, vieux ?» continua-t-elle, s'adressant directement au sagace Joaquin. « Je vais vous dire, mes gars, continua Miggles, après qu'elle eut fait dîner, puis remis à la porte Oursa Minor. Vous avez eu de la chance que Joaquin n'ait pas été à son poste quand vous êtes tombés ici. Où était-il donc demanda le juge. Avec moi, mon Dieu. Il trotte la nuit sur mes talons comme s'il était un homme. Un instant, tout le monde se tut, écoutant le vent et se représentant Miggles en route la nuit à travers les bois humides, escorté de son sauvage gardien. Le juge, s'il m'en souvient, dit quelque chose d'Ouna et de son lion, compliment que Miggles reçut comme elle avait fait des autres, avec une gravité tranquille. Était-elle ignorante de l'enthousiasme qu'elle excitait ? L'adoration de Yuba Bill ne pouvait cependant passer inaperçue. Je ne saurais le dire, mais sa franchise et sa liberté d'esprit, égale avec tous, humiliaient cruellement les plus jeunes de notre bande. L'incident de l'ours n'ajouta en rien en faveur de Miggles à l'opinion des personnes de son sexe. Le repas terminé, la froideur manifestée par nos deux compagnes devint telle que les branches de sapin jetées sans cesse en sacrifice dans l'âtre par les bras vigoureux de Yuba Bill ne pouvaient en triompher tout à fait. Miggles le sentit et, déclarant tout à coup qu'il était temps de se reposer, proposa de conduire les dames dans la chambre voisine où se trouvait leur lit. « Vous, mes gars, vous camperez ici de votre mieux, autour du feu. Il n'y a qu'une chambre. » Notre sexe, le sexe fort, échappe généralement à l'imputation de bavardage et de curiosité. Cependant, je suis forcé de dire qu'à peine la porte s'était-elle fermée sur Miggles, nous nous rassemblâmes, chuchotant, ricanant, échangeant nos soupçons, nos conjectures, mille jugements téméraires au sujet de notre hôtesse et de son singulier compagnon. Je crains même que nous n'ayons bousculé un peu le paralytique imbécile qui se tenait comme un même nom sans voix au milieu de nous, bâillant à nos vains commérages avec la sereine indifférence du passé. Au milieu d'une discussion animée, Miggles rentra, mais non pas la même Miggles qui, quelques heures auparavant, avait surgi comme une apparition éblouissante. Ses paupières étaient baissées, et elle hésita un instant sur le seuil, une couverture pliée au bras. Miggles semblait avoir laissé derrière elle l'intrépidité qui nous avait charmés d'abord. S'avançant vers le fauteuil du paralytique, elle approcha un petit tabouret de ses pieds, s'y assit, s'enveloppa de la couverture et tout en disant « Si cela vous est égal, camarades, comme nous sommes un peu encombrés, je passerai la nuit ici. » Elle prit la main flétrie de l'invalide dans la sienne, les yeux tournés vers le feu mourant.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Ooh. Gazing at people, some of them hand in hand. Just what I'm going through, they can't understand. Some try and tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Un sentiment instinctif que ce n'était là qu'un prélude à des confidences, et peut-être quelque honte de notre curiosité nous fit garder le silence. La pluie battait encore le toit, des coups de vent brusques ranimaient momentanément les tisons. Miggles profita d'un intervalle où les éléments s'apaisèrent pour relever la tête, et rejetant sa chevelure en arrière sur son épaule, nous posa cette question. Y a-t-il quelqu'un de vous qui me connaisse ? Personne ne répondit. Rappelez-vous, j'habitais Marysville en 53. Tout le monde me connaissait, tout le monde en avait le droit. J'ai tenu le polka salon jusqu'à ce que je sois venu vivre ici avec Jim, il y a 6 ans de cela. J'ai changé peut-être. Elle était, je crois, déconcertée de n'avoir pas été reconnue. Se remettant à regarder le feu, elle resta quelques secondes sans parler, puis plus rapidement. « Eh bien, j'aurais cru que quelqu'un de vous devait me connaître. Il n'y a pas grand mal après tout. Voilà ce que je voulais dire. Jim, elle prit sa main dans les siennes en parlant, Jim me connaissait, lui, et dépensa beaucoup d'argent pour moi. Tout ce qu'il avait en somme. Et un jour, il y a eu 6 ans cet hiver, Jim entra dans ma chambre, s'assit sur mon sofa, comme vous le voyez dans ce fauteuil, et depuis ne bougea plus sans secours, frappé ainsi d'un coup. Les médecins sont venus et ont déclaré que la cause de son mal était le genre de vie qu'il avait mené. Jim aimait s'amuser, c'est vrai, jusqu'à la rage, et qu'il n'irait jamais mieux, et qu'il ne pouvait pas durer longtemps. Ils me conseillèrent de l'envoyer à l'hôpital de Frisco, car il n'était plus bon à rien et serait un enfant toute sa vie. Ce fut peut-être quelque chose dans les yeux de Jim, ou peut-être encore parce que je n'avais jamais eu d'enfant, mais je dis, ma foi non. J'étais riche alors, en plein succès. Des messieurs comme vous, monsieur, venaient me voir. Je me retirais du jour au lendemain, et j'achetais cette maison-ci, à l'écart des routes, pour y installer mon enfant. Elle avait, en parlant, changé lentement de position, de manière à s'effacer dans l'ombre derrière la figure muette de l'infirme, placée désormais entre elle et son auditoire. Miggles le présentait ainsi comme une apologie tacite de ses actes. Silencieuse et inerte, cette figure parlait, pour elle, néanmoins, écrasée,
foudroyée par la foudre divine, elle étendait autour de sa protectrice un bras invisible, et cachée dans les ténèbres, mais tenant toujours sa main, la jeune femme continua. Longtemps je ne pus prendre mon parti de la vie de ces pays-ci, car j'étais habituée à la compagnie et au plaisir. Aucune femme ne voulait m'aider et je n'osais me fier à un homme. Mais en faisant faire les grosses corvées aux Indiens et venir ce qu'il nous fallait de la North York, nous nous en sommes tirés tant bien que mal, Jim et moi. Le docteur se rend chez nous de Sacramento, par-ci par-là. Il demande des nouvelles du baby de Miggles, comme il l'appelle Jim. Quand il s'en va, il dit « Miggles, vous êtes un brave cœur. Dieu vous bénisse. » Et je ne me sens plus si seule après cela. Mais la dernière fois qu'il est venu, il m'a dit en ouvrant la porte pour s'en aller « Savez-vous, Miggles, que votre baby deviendra un homme et fera honneur à sa mère, mais pas ici, Miggles, pas ici. » Et il m'a semblé qu'il s'en allait triste. La voix de Miggles et sa tête se perdirent complètement dans l'ombre. Les gens des environs sont de braves gens, poursuivit Miggles, se rapprochant un peu de la clarté du feu après un silence. Les hommes rôdaient bien autour de moi dans le commencement, mais ils ont fini par découvrir qu'on n'avait pas besoin d'eux. Et les femmes sont bonnes, elles ne viennent jamais. J'étais seule, c'est vrai, jusqu'à ce que j'ai ramassé Joaquin dans les bois là-bas, quand il était tout petit, et je lui ai appris à mendier son dîner. Et puis j'ai Polly, c'est la pie. Les soirées se passent à l'entendre jacasser comme si on avait du monde, de sorte qu'il ne me semble plus être le seul être vivant du ranch. Et Jim que voici, dit avec son rire aimable la belle Miggles, émergeant tout à fait de l'obscurité. Jim, vous seriez émerveillé de voir tout ce qu'il comprend encore pour un homme dans son état. Quelquefois je lui apporte des fleurs, et il les regarde aussi naturellement que s'il les connaissait. Et quelquefois, quand nous sommes assis tous les deux, je lui lis ces choses sur le mur. Ma foi, reprit Miggles avec le même rire, je lui ai lu tout ce côté-ci de la maison cet hiver. Il n'y a jamais eu un homme pour aimer la lecture comme Jim. Pourquoi, demanda le juge, n'épousez-vous pas cet individu à qui vous avez dévoué votre jeunesse? Parce que ce serait mal agir avec Jim que d'abuser ainsi de son triste état. Et puis, si nous étions mari et femme, je serais forcée de faire par devoir ce que je fais aujourd'hui de mon plein gré, voyez-vous, et nous le sentirions tous les deux. Mais vous êtes jeune encore et attrayante. Il est tard, dit gravement Miggles, et vous devriez déjà tous dormir. Bonne nuit, camarade. Ramenant la couverture par-dessus sa tête, elle s'étendit à côté du fauteuil de Jim, la tête appuyée sur le tabouret où reposaient ses pieds, et ne parla plus. Le feu s'éteignit lentement. Chacun de nous s'enveloppa de sa couverture en silence, et bientôt il n'y eut plus d'autre bruit dans la longue chambre que celui de la pluie sur le toit et la lourde respiration des dormeurs. Un peu avant le matin, je m'éveillai d'un rêve troublé. La tempête s'était dissipée, les étoiles brillaient, et à travers les fenêtres s'envolait, la pleine lune, s'élevant au-dessus des cyprès funèbres, regardait dans la chambre. Avec une compassion infinie, elle effleura le débris humain qui occupait le fauteuil et sembla baptiser d'une onde éblouissante la tête de la femme dont les cheveux, comme dans la belle et douce histoire évangélique, baignaient les pieds de celui qu'elle aimait. Ce rayon prêta même une sorte de poésie à la rude silhouette de Yuba Bill, à demi appuyée sur le coude entre ce groupe et ses voyageurs. Les yeux ouverts et montant la garde avec une patiente vigilance de sauvage. Puis je me rendormis, et je ne m'éveillai qu'en plein jour, à la voix du conducteur qui, penché sur moi, faisait sonner dans mes oreilles « En voiture !» Le café nous attendait sur la table, mais Miggles était parti. Nous restâmes à errer dans la maison, longtemps après que les chevaux furent harnachés. Elle ne revint pas. Il était évident qu'elle avait voulu éluder les adieux et nous laisser repartir comme nous étions venus. Ayant fait monter les dames en voiture, nous retournâmes prendre congé solennellement du paralytique, qui fut rétabli dans sa position ordinaire après chaque poignée de main. Puis nous jetâmes un dernier regard autour de la longue chambre basse et sur le tabouret où s'était assise Miggles, avant de nous installer dans la diligence qui attendait. Le fouet claqua,
Nous étions partis. Mais au moment d'atteindre la grande route, la main expérimentée de Bill ramena les 6 chevaux sur leurs jarrets en imprimant une furieuse secousse à la diligence. Au sommet d'une petite éminence se tenait Miggles, les cheveux flottants, les yeux pétillants, un dernier adieu entre ses dents blanches. Elle agitait son mouchoir. Nous lui répondîmes en levant nos chapeaux. Puis Yuba Bill, comme s'il eût craint quelque fascination nouvelle, lança ses chevaux à fond de train et nous retombâmes assis. Nous n'échangeâmes pas un mot avant d'atteindre la North Fork, où la diligence s'arrêta devant l'hôtel de l'Indépendance. Alors, le juge ouvrant la marche, nous allâmes droit au comptoir. « Vos verres sont-ils pleins, messieurs ?» demanda le juge, ôtant cérémonieusement son chapeau blanc. Ils étaient pleins. « Eh bien, à la santé de Miggles. Dieu la bénisse. » Peut-être Dieu l'avait-il déjà béni. Qui sait? Night in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Yes, I love you.